l'occasion est assez merveilleuse et je pense que c'est une matinée qui s'offre sous le signe des contacts, des échanges, du franchissement des frontières. On en franchit un certain nombre. Rendez-vous compte tout de même, on accueille aujourd'hui 2 auteurs, 2 autrices à succès et on le fait dans une université. Alors moi ça me pose des questions parce que comme nos 2 autrices dont les œuvres ont une dimension autobiographique souvent marquée et qui nous interrogent, qui nous questionnent nous-mêmes, qui nous prennent par la main, qui nous emmènent dans leur itinéraire de vie, eh bien, les universitaires aussi se posent des questions perpétuellement. Et donc voilà toutes les questions que je me suis posées. Mais les réponses, ce sera ensuite à vous de les trouver. Hein. Vous êtes là pour poser les questions. Vous êtes là pour élucider, lever le voile sur l'itinéraire de nos autrices, sur leurs œuvres. Je ne me prêterai pas à l'exercice. Alors première question, pourquoi la Sorbonne? Pourquoi sommes-nous dans une institution qui s'appelle la Sorbonne? C'est un lieu d'étude de la langue, très clairement, de son histoire, de son évolution. Vous avez, j'espère, et vous les connaissez par cœur, vous connaissez vos figures de style. Tous ces mots un peu barbares, les périphrases, les litotes, ces choses qu'on oublie, qu'on confond un peu, mais qui ont une saveur incroyable, hein, la saveur d'un français un peu étrange. Et donc, la Sorbonne étudie bien cette langue, ses procédés, les discours qu'elle porte. Alors, quelle frontière franchit-on aujourd'hui? Eh bien, lorsqu'une université reçoit des autrices, eh bien, elle nous met autant en situation de spécialistes, de chercheurs, et on a un certain nombre dans la salle, et puis on est en situation de lecteurs, on est sur cette frontière double. Et il faut remercier Karine Germoni, puisque c'est son initiative aujourd'hui d'associer cette rencontre avec des autrices à un colloque universitaire. Et l'université joue ici pleinement son rôle de lieu de rencontre et on est en quelque sorte ici dans une recherche vivante puisque l'œuvre de nos autrices est aussi un objet d'étude. Donc on est dans ce jeu de frontières et je crois que la Sorbonne est un bon lieu pour ça. Cette rencontre est doublement universitaire puisqu'elle associe nos collègues de la New York University, que je salue ici, qui sont nos fidèles partenaires, et puis est aussi bien représenté l'Institut français aux Émirats arabes unis, qui est un promoteur infatigable de la langue française. J'ajouterais que cette rencontre s'inscrit plus largement dans un certain nombre d'activités que vous pourrez trouver tout au long de l'année présentée à la Sorbonne Abu Dhabi, puisqu'on a placé cette année sous le signe de la francophonie, qui est activement soutenue par l'ambassade de France, qui est représentée aujourd'hui par Charlotte Jade. Donc pourquoi la Sorbonne? Eh bien parce que c'est ce lieu de rencontre autour de la langue. Alors pourquoi Abu Dhabi? Parce que c'est la Sorbonne Abu Dhabi, c'est pas n'importe quelle Sorbonne. Eh bien, sans doute, parce qu'il n'y a jamais de hasard, les chercheurs le savent, les chercheuses et les chercheurs le savent, ils en sont même persuadés. On est dans un pays multiculturel, un pays d'échange, et un pays où le français est plutôt fréquemment pratiqué. Mais selon le beau titre du colloque qu'organise Karine Germoni, c'est une langue autre. Nous sommes ici dans un pays dont la langue n'est pas, le français n'est pas la langue majoritaire. Et le français, il n'appartient d'abord à ceux qui le parlent, et il appartient ici, aux Émirats arabes unis, à des nationalités diverses. Et quand on vous voit, on voit toute la diversité des locuteurs et à quel point la langue peut unir et être un point de contact. Et très clairement, aux Émirats arabes unis, le français, et comme toutes les langues, eh bien, elles sont malléables, elles s'adaptent aux situations dans lesquelles nous sommes. Et cette langue, aux Émirats arabes unis, ces langues que l'on pratique sont un atout considérable et comme outil d'échange, mais aussi comme accès à une culture, des patrimoines qui sont francophones et une francophonie qui se conjugue au pluriel. Et nos deux autrices, par leurs itinéraires, l'illustrent très nettement.
Donc ce français nous réunit et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir à la Sorbonne les lycées français et libanais des Émirats arabes unis qui se reconnaîtront. Le lycée Massignon, qui est là, voilà. Soyez les bienvenus. Le lycée Théodore Monod, un peu plus enthousiaste. Le lycée Georges Pompidou. Soyez les bienvenus. Le lycée Jean Mermoz. Vous êtes tous venus en nombre, bravo. Le lycée international de Dubaï, de la FLEC. Oh, on vous entend moins, mais on vous attend aux questions. C'est pas ceux qui font le plus de bruit qui sont les plus actifs dans les débats, comme on le sait bien. Et puis, pour finir, on accueille aussi le lycée libanais francophone de Meydan. Voilà. Donc, soyez tous les bienvenus et on est très heureux de vous réunir autour de la langue et autour de nos autrices. Autre question que je me suis posée, de l'art graphique à la Sorbonne, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Alors, j'ai dit art graphique, et les mots sont importants parce que ça donne une dimension scientifique, intellectuelle à la chose. Si on parle de bande dessinée, tout de suite, on est un petit peu plus réservé, on se pose un petit peu plus de questions. On peut parler de 9e art aussi, c'est aussi son nom. On est très heureux et on trouve tout à fait légitime aujourd'hui d'accueillir des autrices et de discuter de romans graphiques. Longtemps, la bande dessinée, c'est plutôt voulu enfantine dans la tradition française, au moins dans la tradition des comics, de héros attachants, donc vous connaissez les noms qui sont sans doute un peu passés pour vous, mais qui sont remis à l'honneur à la télévision, dans des dessins animés, et qui font toujours des succès. Malheureusement, il y a dans les ventes des bandes dessinées, il y a une pesanteur considérable des grands classiques aujourd'hui, et la création contemporaine qui est extraordinairement vive existe, mais est toujours en deçà. Il faut espérer qu'un jour, les choses se renverseront plus nettement. Cette bande dessinée est devenue beaucoup plus adulte en quelque sorte. Alors, quand on parle de bande dessinée adulte, ce n'est pas qu'elle s'adresse à des adultes, c'est qu'elle s'adresse à des publics plus larges, c'est qu'elle est devenue plus réaliste, c'est que les héros sont devenus des héros du quotidien et que les auteurs et les autrices se racontent aussi à travers leurs œuvres. Et donc on a toutes les sphères de notre quotidien, de l'alimentation, ou tous les aspects de la vie, et tous les engagements politiques, les tourments des individus, tout cela est maintenant matière à art graphique, ce qui n'était pas le cas auparavant, où on était dans des univers plus marqués de fiction. On peut évoquer, entre autres, grandes figures francophones qui a marqué ce changement, et aussi l'irruption beaucoup plus massive d'autrices dans le domaine des arts graphiques au XXIe siècle, dont on ne peut que se réjouir. On peut penser à l'Iranienne Marjane Satrapi, qui a un point commun avec vous. Elle a été élève d'un lycée français. Elle fait partie de cet univers de la francophonie, de cette grande communauté dont vous faites toutes et tous partie. Elle parle 5 langues, rien moins, dont le suédois, ce qui n'est pas le moindre des exploits. Et donc, je ne m'attarderai pas sur son œuvre, mais je parlerai maintenant de nos 2 autrices, enfin, puisqu'elles sont évidemment le point focal de notre rencontre, Zaina Abirached et Zineb Bedjeloun. Pourquoi les inviter, elles ? Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de relever le défi du débat. Alors, pourquoi vous avoir invité, vous ? Autre question qu'on peut se poser. Du fait de vos itinéraires remarquables, très certainement, du fait de cette incarnation de la francophonie et de la malléabilité et de la richesse de cette langue française. Je ne vous présenterai pas, comme dit, ce sera votre tâche, à vous, et ce sera votre curiosité qui parlera. Très clairement, ce sont des figures éminentes d'une expression artistique
et littéraire en langue française qui traverse cette frontière entre art graphique et littérature et qui fait que votre œuvre est objet d'étude pour nous, les universitaires. Et j'avoue que je suis fasciné par ce dialogue que vous parvenez à entretenir entre deux formes d'art. Dans Darna, de Zineb Benjeloun, il y a une fusion et un jeu entre l'écriture et le dessin. Je prendrai qu'un exemple. Les différentes générations familiales sont présentées sur des sortes de plateaux de jeu qui, donc, on a un texte qui nous présente une famille, et puis on a sa représentation illustrée. Alors pourquoi un jeu? Pourquoi un jeu de société? Qu'est-ce que ça nous dit des relations familiales et de la vie familiale? Ça fait une superposition de discours d'une richesse infinie. Je ne vous livrerai pas mes interprétations, mais je pense qu'on a tous un rapport au jeu, un rapport à sa famille, qui inclut au passage un chat. Et voilà, on est plongé nous-mêmes dans cette interrogation sur ce qu'est notre famille pour nous. Tout cela avec quelques coups de crayon et un texte assez bref. Zaina Abirached, elle aussi, donc, nous entraîne avec elle. Et je me permets de remarquer qu'elle s'inscrit complètement dans l'actualité immédiate de la Sorbonne Abu Dhabi, puisque vous avez dans notre atrium une exposition consacrée à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, meurtrie par l'incendie de 2019. Et Zaina Abirached a participé à l'illustration des façades qui masquaient et qui protégeaient la cathédrale. Et elle s'est représentée elle-même devant Notre-Dame de Paris avec des nuages qui sont des bulles de bande dessinée qui représentent les mouvements de sa pensée. Et donc elle se représente les yeux fermés. On pénètre dans son intimité, dans ses pensées intimes, tout cela en quelques coups de crayon. Et donc voilà toute la richesse qu'elles peuvent nous proposer. Et voilà toutes les questions que je me posais. Alors il vous reviendra d'y répondre avec les autrices. Je laisse place à l'échange et je leur laisse la possibilité de s'exprimer à présent, et par leurs mots et par leurs traits. Merci Bertrand. Alors, moi je voulais dire aussi quelques mots de remerciement parce qu'effectivement, il y a des institutions et il y a des personnes qui travaillent pour ces institutions. Je tiens à remercier mon collègue Alvaro Luna Dubois avec qui j'organise tout ça et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Je veux évidemment remercier Juliette Spack, Valérie Assoni, Annie Langlois, Florine Ramière, Pascal Gravelot, Agnès Andrieux, Valérie Barteil, Olivia Dupré et Amélie Carissimo, Myrna Sfer, Micheline Abiad, Madeleine Nahas et Nassib Rouri. Voilà, merci. Je vous remercie tous, élèves des lycées qu'on a mentionnés, voilà, et je voulais aussi remercier vos enseignants parce qu'effectivement, on a beaucoup échangé avec vous, ils nous ont transmis vos questions, etc. Donc, voilà comment la rencontre va se dérouler. En fait, nous allons poser des questions, mon collègue et moi, Alvaro et moi, et nous allons les tisser à vos questions, d'accord? Donc, en fait, un micro va circuler dans la salle. Alors, qui va faire circuler le micro? Ça, c'est un élément technique qu'il faut... Charlotte, tu veux bien? Non, il ne faut pas applaudir. Il faut pas applaudir. Ah oui, alors justement, ça me donne l'occasion de vous dire, s'il vous plaît, que ce moment soit vraiment un moment de joie. Parce que la joie, c'est ce qui nous fédère, c'est ce qui nous réunit. Mais voilà, soyez un minimum concentrés pour que la rencontre, justement, reste un moment de pure joie. D'accord? Je compte sur vous. Donc, le micro va circuler. Alvaro ou moi, nous allons dire votre prénom en précisant l'établissement d'où vous venez et puis vous allez poser votre question. Vos enseignants vous ont déjà prévenu de la question que vous deviez poser, etc. Donc je pense que vous l'avez sous les yeux. Il y a un PowerPoint où les images vont défiler, donc voilà, qui va nous servir d'appui.
À la fin de la rencontre, il y aura 2 illustrations. Une illustration d'Enola, dont je me souviens. Donc Enola, si on a le temps, tu pourras la commenter, ton dessin d'après le style de Zeina Abirachiad. On va voir comment la rencontre se passe. Donc, ne soyez pas déçus si finalement votre question n'est pas posée. On fait au mieux pour vous donner la parole, mais on doit se tenir dans le temps qui a été prévu pour la rencontre. Après toutes ces questions, et il y aura 1 ou 2 lectures de passages de texte, les autrices vont nous faire le grand plaisir de nous laisser pénétrer dans leur atelier et de dessiner en direct pour nous. Donc, vous voyez, il y a une caméra là qui filmera ce qui se passe sur la table de travail et les images seront projetées sur l'écran à l'arrière. Voilà. Merci à tous. On va commencer la rencontre et à tout de suite. Je passe de l'autre côté. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien. Zeynep Benjeloun est née à Rabat. Zeynep est une artiste formée aux beaux-arts et à la réalisation de films documentaires. Après avoir travaillé pour une chaîne de TV au Maroc, sa pratique s'est axée autour du dessin et de l'écriture depuis 2013. Zeynep Benjeloun a exposé au Maroc, dont Voice Gallery à Marrakech, et à l'étranger, Ministerium für Illustration à Berlin, la Cité de la bande dessinée à Angoulême ou Galerie Tanit à Beyrouth. Elle conçoit des identités visuelles pour des événements culturels, marques et associations, dont les Nuits sonores à Tanger ou Quartiers du monde à Rabat. Elle compte de nombreuses publications dans des ouvrages spécialisés en art graphique. Samandal au Liban, Diptyque Skef au Maroc, LAF 619 en Tunisie ou encore Fractal au Mexique. Elle vit et travaille actuellement à Casablanca, où elle développe ses projets d'écriture, d'exposition et d'ateliers des récits graphiques avec des différents publics. Elle vient de publier son premier roman, que je pense que vous l'avez lu, graphique Darna, paru en avril 2023. Félicitations. Et aux éditions Ça et Là à Paris. Zeina. Zeina vit et travaille à Paris. Alors maintenant, elle vit à Oman. En effet. C'est notre voisine. Et elle partage son temps entre la bande dessinée et l'illustration. Elle est née à Beyrouth en 1981. Elle suit des études de graphisme à l'Académie libanaise des beaux-arts. Et elle intègre à Paris en 2004 l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Après Beyrouth, Catharsis et 38 rue Youssef Semani, son roman graphique dont vous voyez l'illustration, Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles, connaît un large succès public et critique. Il a été partie de la sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2008 et il a été traduit en 14 langues. Il est suivi de près par Je me souviens, Beyrouth. Et il sera aussi suivi par Mouton, puis par Agatha de Beyrouth. Une collaboration avec le poète oulipien Jacques Jouet. Les 6 ouvrages sont publiés chez Cambourakis. Depuis, elle collabore régulièrement avec la presse et différents organismes en tant qu'illustratrice. Elle est l'auteure du Piano oriental, qui est paru en 2015, je pense que vous l'avez lu pour certains, et du roman graphique Prendre refuge, en collaboration avec l'écrivain Mathias Sénard, qui est paru en 2018. Ah, c'est pas grave. Il existe, il a été publié, je témoigne. Alors, on a fait un bond dans le temps, puisqu'en octobre 2023, sort son adaptation dessinée du texte centenaire de Gibran Khalil Gibran, le prophète. Et je dis que c'est un texte œcuménique, c'est un texte d'amour, un texte philosophique et œcuménique, c'est le mot que tu as employé quand on en a parlé. Donc, on commence avec les questions. La première question, c'est pour vous deux. Comment choisissez-vous entre le français et l'arabe pour vos bandes dessinées? Qu'est-ce que ces choix changent pour vous dans la façon de raconter vos histoires? Comment vous choisissez entre l'arabe et le français dans vos bandes dessinées?
On commence directement dans le vif du sujet. Oui. Je pense en fait c'est une bonne question pour commencer parce que voilà, on partage donc cette langue qui est le français et que par exemple pour ma part j'ai appris à l'école. À la maison on parle arabe. Donc, mais la langue que j'ai appris, avec laquelle j'ai appris à écrire et à parler et à communiquer, c'est le français, donc à l'école, comme vous. Donc avec le temps, c'est la langue qui me vient le plus naturellement pour créer. Et pour ce livre, par exemple, donc j'ai écrit en français, mais aussi en arabe. Et j'ai essayé de garder, par exemple, les expressions, les proverbes et tout ça en arabe dialectal, Darija du Maroc. Et j'ai essayé aussi de proposer, en fait, quand c'est des proverbes ou des expressions très culturelles, donc je les ai gardées en arabe dialectal. Et j'ai essayé de ne pas traduire directement dans la page pour que ceux qui lisent l'arabe comprennent la subtilité de la langue, mais que ceux qui ne parlent que le français comprennent quand même sans avoir accès directement à la subtilité de la langue. Brièvement. Donc le français. Moi, je pense spontanément à Etel Adnan. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est une poétesse qui est décédée maintenant, qui était aussi peintre et dessinatrice, qui est née à Beyrouth et qui a beaucoup travaillé en France et aux États-Unis. Elle a toujours écrit en français ou en anglais. Et je suis tombée récemment sur une interview où le journaliste lui posait la même question que vous nous posez aujourd'hui, un tout petit peu différemment parce que lui était un peu plus direct. Et il lui a demandé, mais vous qui êtes né à Beyrouth et dont une des langues maternelles est l'arabe, pourquoi vous n'avez jamais écrit en arabe? Et elle a cette très jolie réponse que je vais partager avec vous. Elle dit, vous savez, moi j'écris en français, mais je dessine en arabe. 3 petits points de suspension. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Peut-être pas, je vais vous laisser interpréter. Mais ça me parle particulièrement, et probablement à toi aussi, Zineb, parce que dans la bande dessinée, on l'a dit, il y a le texte et il y a l'image. Et l'image n'est pas du tout là pour illustrer ce que le texte vient de dire. L'image est une forme d'écriture aussi. Elle participe à la narration au même titre que le texte. Et ce qu'il y a de particulier justement à la bande dessinée, au roman graphique, c'est ce rapport très intime du texte à l'image, où quelque chose peut être dit dans le texte et l'image vient parfois peut-être pas contredire, mais donner peut-être une autre piste de lecture, ouvrir une interprétation. Parfois, on peut se passer totalement de texte et c'est l'image qui prend le pas justement pour donner au lecteur sa place dans l'interprétation. J'ai fait une petite pirouette parce que c'était important aussi de parler du dessin assez rapidement. Mais sinon, beaucoup plus simplement, un peu comme toi, le français et l'arabe ont toujours été présents à l'école, comme vous, à la maison. Et pourtant, c'est le français qui est ma langue d'écriture depuis toujours. C'est-à-dire depuis même les journaux intimes. Je ne sais pas si ça existe encore. Vous avez des journaux intimes? Vous savez ce que c'est? Oui. Ah, ouf. Tout n'est pas perdu. Et donc, dès toute petite, toute jeune, c'était le dessin, bien sûr, mais le français comme langue d'écriture. On peut développer en fait cette question, si on avait 10 heures pour y répondre, on pourrait, mais probablement qu'on va y répondre au fur et à mesure, pour ma part en tout cas. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que travailler en français vous rapproche ou vous éloigne de votre public dans vos pays d'origine? Je me lance. Disons que pour ma part, en tout cas au Maroc, effectivement, après définir le public, si je devais le faire, il y a effectivement un public francophone et il y a un public arabophone et il y a un public beaucoup plus large et aussi que le format bande dessinée, roman graphique est déjà
Enfin, c'est tout nouveau, il n'y a pas une grande scène. Donc, est-ce que ça... je vais être complètement ouverte. Donc, j'ai édité en France. Donc, le livre est distribué, publié en France, mais il n'est pas encore édité au Maroc. Et moi, mon intention et mon envie, effectivement, c'est qu'il soit d'abord lu au Maroc. Et déjà avec la langue, parce qu'il y a quand même une communauté qui lit le français comme moi, enfin, qui l'écrit et qui le lit et qui le parle. Et aussi traduction, ça c'est autre chose, mais la question du public, c'est plus lié à l'accessibilité. C'est effectivement de la langue, mais pas que, aussi du prix, de la distribution, d'édition. Enfin, la question du public, c'est pas que la langue, si je devais répondre brièvement. Moi, j'en conçois quand même une petite frustration, notamment pour mes tout premiers livres. On a vu tout à l'heure la couverture du Jeu des hirondelles, qui est là, qui est mon premier roman graphique. Vous savez ce que c'est un roman graphique? Oui, ok. On parlera après. Et en fait, qui traite du sujet de la guerre du Liban, par le prisme de la vie quotidienne d'une famille dans les années 80, dans un appartement d'un quartier précis de Beyrouth Est. Enfin voilà, c'est tout à fait précis, c'est autobiographique d'ailleurs, mais d'une certaine manière c'est aussi universel, ou en tout cas en l'écrivant, moi j'avais envie à mon échelle de remplir le vide de nos livres d'histoire au Liban. En tout cas, vous le savez peut-être, les jeunes dans les collèges et les lycées n'apprennent pas encore l'histoire du Liban. Le programme s'arrête un peu avant 1975. Donc en fait, depuis 1975, il ne s'est rien passé officiellement. Donc mon idée, c'était de combler ce vide, de combler cette espèce d'amnésie générale par un récit très intime, autobiographique, par le biais de la bande dessinée. Et évidemment, j'aurais adoré qu'il existe en arabe, parce que ça aurait touché vraiment un public beaucoup plus large au Liban, déjà là. La petite consolation, c'est qu'il existe en français. Il existe évidemment en français dans toutes les librairies au Liban, mais il existe aussi dans une version scolaire en français, accompagné d'un livret à l'usage du professeur pour pouvoir discuter bien sûr de la bande dessinée, mais aussi de ces questions historiques éventuellement en classe. Mais sinon, c'est sûr que c'est une frustration que cette histoire n'existe pas en arabe et qu'elle ne puisse pas être partagée, débattue ou tout simplement banalisée, entre guillemets. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous le savez peut-être, mais il y a très peu d'éditeurs de bande dessinée dans les mondes arabes, en Égypte, en Arabie Saoudite récemment. Mais Karine, tu l'as dit tout à l'heure, mes livres sont traduits dans 14 langues, mais ils ne sont pas traduits en arabe. Ils sont traduits en japonais, en coréen, en suédois, enfin des langues dont j'ignore tout. Et malheureusement, toujours pas en arabe. J'espère que ça se fera. Alors, Alia, donc qui vient du lycée libanais, tu as une question pour les deux autrices. Pour comprendre vos œuvres, faut-il être nécessairement bilingue? Si oui, cela ne réduit-il pas votre lectorat? Pour comprendre vos œuvres, faut-il être nécessairement bilingue? Et si oui, cela ne réduit-il pas votre lectorat? Alors pour ma part, je vais répondre en premier parce que c'est vite fait. Pas du tout. Parce qu'en fait, l'arabe est très présent quand j'écris, notamment quand je restitue certains dialogues ou certaines choses, mais il y a très très peu de traces, quasiment pas d'ailleurs, peut-être un peu d'en prendre refuge, mais sinon c'est tout à fait lisible si on ne connaît pas l'arabe évidemment. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je vais y répondre moi je me dis, si c'est bilingue, au contraire tu doubles tes lecteurs. Si tu peux lire et l'arabe et le français,
et tu peux comprendre les deux langues. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais non, en fait, je pense que c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut être bilingue. Par exemple, je prends mon exemple. Ouais. Moi qui ne suis pas arabophone, et je vous promets, je vais me mettre à l'apprentissage de l'arabe, si j'ai le temps, mais quand vous écrivez en arabe, chez toi, Zeyna, c'est moins marqué. Hein. Mais dans Darna, l'arabe est très, très fréquent. Et du coup, effectivement, je trouve ça magnifique, graphiquement, parce qu'on dessine avec les lettres, mais je ne comprends pas. Donc, il y a le glossaire à la fin, etc., ouais. qui aide bien, merci. Mais effectivement, du coup, il y a des zones pour moi qui sont hermétiques. C'est ce que j'ai essayé de dire au début. Enfin, il y a vraiment plusieurs calques de lecture et c'est un parti pris personnel. Enfin, c'est toujours difficile de vraiment traduire les subtilités de la langue et d'une culture. Donc ça va être vraiment un parti pris de garder les expressions en arabe telles quelles et d'essayer de les rapprocher, de les traduire au plus près dans le glossaire. Mais je ne voulais pas le faire dans la page parce que c'est très... j'en ai vraiment fait une affaire personnelle que on puisse, et j'ai beaucoup réfléchi, c'est que de laisser le texte en arabe tel quel. Ok, si on lit l'arabe, on va comprendre cette subtilité, mais si on ne comprend pas l'arabe, on va quand même comprendre le sens général en lisant la page, et en plus en ayant accès au glossaire. Mais je ne voulais pas faire le double travail de traduction dans la page, parce que ça aurait enlevé, à mon sens, la particularité du lieu d'où ça vient, de tout ce que ça... Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, mais est-ce que je réponds un peu à ta question ? Je vais peut-être juste ajouter une chose rapide, c'est que dans la bande dessinée, il y a parfois on peut ruser, on peut trouver des solutions graphiques à cette question. J'y pense parce que dans Prendre refuge, que je n'ai même pas apporté, que j'ai écrit donc avec Mathias Hénard, il s'agit en 2 mots d'une jeune femme qui arrive d'Alep en Syrie pour s'installer à Berlin. Enfin, elle fuit la guerre en Syrie et elle arrive à Berlin. Et c'est une personne donc, qui est arabophone et qui apprend l'allemand, mais l'histoire est racontée en français. Donc il fallait en français faire comprendre ce bilinguisme qui n'a rien à voir avec le français, le bilinguisme arabe-allemand. Casse-tête. Et comme toi, j'avais envie, c'est une tentation que j'ai à tous les livres, mais là, j'avais envie que l'écriture arabe soit présente parce que c'est sa langue, c'est-à-dire elle n'a plus que ça, cette femme. Elle a tout perdu, elle arrive uniquement avec sa langue. Et donc l'astuce, la ruse, malheureusement je ne l'ai pas pour vous montrer, mais je vais essayer d'être claire. On la voit, c'est une scène où on la voit à la préfecture, elle cherche à avoir des papiers. Et donc sur la page de gauche, elle reçoit un coup de fil. Donc on n'entend que la moitié, on ne lit, vous avez vu, j'ai dit on entend. C'est intéressant parce que finalement, ce qui est important aussi dans ce bilinguisme-là dont tu parles, c'est cette sonorité-là de la langue. Et donc on lit, quand on lit l'arabe, seulement ces réponses, elles sont écrites en arabe. Donc pour les non-arabophones, les non-arabophones n'arrivent pas à lire, mais ils ont quand même la graphie qui donne une idée de la teinture sonore, en tout cas, quelque chose, comme du dessin. Et sur la page de droite, elle raccroche et quelqu'un dans la file d'attente lui demande alors, et on a la restitution de ce qu'elle vient de dire en arabe, mais en français. Alors ça tient sur quelques pages. Ce sont des ruses qu'on peut parsemer dans les livres. Ça serait un peu difficile de le faire, je pense, sur 200-300 pages, par confort de lecture tout simplement. Mais il y a des possibilités graphiques pour inclure la langue arabe, même si elle n'est pas lue ni comprise, mais pour qu'elle existe graphiquement, en tout cas, pour l'atmosphère. En tout cas, c'est très important, l'atmosphère, dans une histoire. Alors la diapo qui est derrière projette justement ce tricotage, en fait, des 2 fils fragiles et précieux, le français et l'arabe. Donc ça, c'est extrait du piano. Hein, du piano. Alors, Walia El Messaoudi de Georges Pompidou a une question à te poser au sujet de ce tricotage.
Dans votre émission pour La Boîte Noire, vous dites « Je tricote depuis l'enfance avec deux fils fragiles et précieux, le français et l'arabe ». Donc, que pensez-vous de l'impact du bilinguisme ou du trilinguisme sur la nouvelle génération qui, en une journée, peuvent changer entre l'arabe, le français et l'anglais? Oui, merci pour cette question. Je tricote depuis l'enfance une langue constituée de deux fils, fragiles et précieux. C'est la phrase originale, j'y tiens, parce qu'il y a fragile et il y a précieux. Et vous savez, comme moi, combien... je suppose que vous avez expérimenté ça, puisque vous êtes au moins bilingue. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses en commun. Zineb le disait au début, mais c'est vrai que quand on est bilingue, voire trilingue, on peut ne pas se souvenir si on a parlé en français ou en arabe ou en anglais à une personne. C'est-à-dire on ne sait plus dans quelle langue on a utilisé. On peut commencer une phrase dans une langue, la terminer dans une autre. On peut, parce qu'on a besoin d'une spécificité qui n'existe pas dans l'autre langue, changer de langue en cours de route. Pour les Libanais, vous savez toutes ces expressions, pour les Libanais qui sont parmi nous aujourd'hui, il y a des expressions intraduisibles qui existent dans d'autres langues aussi. Le fameux naïman, par exemple, ou d'autres... Yani. Yani, oui, bien sûr. Yani, taïeb, nouf, toutes ces petites interjections qui veulent dire plein de choses différentes, en fait, mais qui viennent interrompre parfois une phrase en français. Et pour répondre à ta question, moi je trouve que c'est une richesse incroyable en fait. Là je redis en fait, c'est drôle, je le dis dans le piano oriental puisqu'il est question de langue. Je dis que toutes ces interjections, yan et taïeb nouf, tous ces mots arabes qui s'invitent naturellement dans mes phrases en français. Quand je suis arrivée en France en 2004, j'avais 23 ans, j'ai dû pour la première fois trier mes langues, c'est-à-dire les séparer. Ce tricot là que vous voyez, ah ben voilà. Il a fallu pour la première fois, c'est un peu comme si j'avais deux jeux de Mikado, un en français, un en arabe. Vous allez voir les images. Vous savez ce que c'est les Mikado? Ici derrière. Oui. Deux jeux de Mikado renversés en vrac et complètement mélangés. Et en fait, il fallait trier. Et c'était très difficile. Mais c'est quand même important, je pense, d'avoir en soi 2, 3, 4, autant qu'on veut de langues, mais d'arriver à parler chacune d'elles séparément. C'est pas si facile que ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Super. Alors, Zineb, moi j'ai une question pour vous. Quelles sont les conséquences de la perte de l'arabe pour la 4e génération, celle qui suit la vôtre, celle des francisés? Alors, j'ai bien aimé le générique en forme de Star Wars. J'ai pensé à Star Wars parce qu'évidemment, il y a des références à la culture américaine. Alors, c'est peut-être moi qui ai vu ça, mais en tout cas... C'est Star Wars, complètement. C'est Star Wars, voilà. Avec la guerre des étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez Star Wars. J'imagine que oui. J'espère que vous connaissez Star Wars. Ouais. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Pour revenir au francisé, à la langue et au français et à l'arabe, et l'arabe classique et l'arabe dialectal, pour quelqu'un qui vient du Maroc comme moi, moi j'en parle beaucoup dans le livre, et, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement et auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et l'une des raisons de faire justement des livres, c'est d'essayer de réfléchir et de proposer sa réflexion à vous, lecteurs. Et en fait, moi, j'ai essayé de traiter ce sujet de la langue donc à travers la génération, aussi pour montrer d'où ça vient, en fait, ce bilinguisme. Pourquoi est-ce que je suis bilingue? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, je ne sais pas. Donc, je suis allée chercher plus loin. Donc, je suis allée chercher dans l'histoire du pays. Et aussi, l'une des raisons qui m'a poussée aussi à faire ce travail, c'est que, justement, en me basant sur ma famille, et par exemple, mes grands-parents ne parlaient absolument pas le français. Mes parents ont commencé à parler le français. Moi, je parle le français.
la génération après moi, c'est-à-dire mes neveux, moi j'ai pas encore d'enfants, mais mes neveux par exemple, ils ne parlent que français. Donc c'est aussi cette perte de l'arabe dont je parle, cette perte de l'arabe classique. Ça c'est parce que voilà, on l'apprend. Je ne sais pas si vous apprenez vous par exemple l'arabe classique à l'école. Moi je l'ai apprise à l'école, mais comme une langue étrangère. Et par exemple le dialecte, ben, c'est une langue qu'on parle mais qu'on n'écrit pas. Donc c'est aussi cette perte de dialecte, du dialecte marocain dont j'ai essayé d'aborder dans ce travail. Merci Zineb. Olivia Tronquit va lire un extrait du livre Le piano oriental, puis poser une question. Alors ça, c'est périlleux comme exercice. Parce que comme je vous disais, dans la bande dessinée, le texte et l'image sont... Comment lire? Et comment lire sans montrer les images en même temps? Je suis très curieuse. Olivia, c'est à toi. On t'écoute. Après la guerre, mes parents nous ont emmenés à Beyrouth-Ouest pour la première fois. Cette partie de la ville avait toujours été pour moi de l'autre côté de la ligne de démarcation qui a coupé la ville en deux pendant les 15 années qu'a duré la guerre civile. Je n'y avais jamais mis les pieds. Je n'y avais aucun repère. Je me sentais étrangère dans un pays étranger. Si bien que je n'ai plus été capable de parler ni le français ni l'arabe. Il fallait que je parle une langue étrangère. Or, la seule langue étrangère que je connaissais était l'anglais, que je commençais à peine à apprendre à l'école. C'était absurde. Et puis, petit à petit, à mesure que je faisais mien ce nouveau territoire, ma langue est réapparue. Je me suis rendu compte que le français et l'arabe sont intimement liés en moi, inextricables. Le français et l'arabe sont ma langue. Je tricote depuis l'enfance une langue faite de 2 fils fragiles et précieux. 2 jeux de Mikado renversés en vrac dans ma tête. C'est l'ADN de ma langue maternelle. Pourquoi avoir commencé à parler en anglais lors de votre retour à Beyrouth? Est-ce parce que vous étiez dans un lieu inconnu pour vous? Merci beaucoup pour cette lecture. Mais comme je tente de le dire, ne serait-ce que dans le texte que tu viens de lire, c'était un tel bouleversement, un choc émotionnel de traverser pour la première fois cette ligne de démarcation. Il faut que je vous redonne peut-être le contexte, c'est-à-dire j'ai grandi dans une demi-ville, puisque Beyrouth était coupée en deux pendant toute mon enfance. Et puis tout d'un coup, on a traversé cette ligne de démarcation qui séparait la ville en deux. Et ça avait beau être à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de chez moi, parce que j'habitais tout près de la ligne de démarcation, j'avais quand même l'impression d'être dans un pays étranger, tout simplement parce que je n'y avais pas mes repères. Je me souviens, la première chose que j'ai vue en arrivant à ce qu'on appelait Beyrouth-Ouest, c'était la mer, avec cette corniche. Il y avait une grande roue qui tournait, les enseignes lumineuses. J'avais l'impression d'être à Las Vegas. En tout cas, pas dans mon pays, pas à l'endroit que j'avais quitté le matin même. Et c'est intéressant de voir à quel point la langue est un territoire intime, c'est-à-dire on habite une langue aussi. Et là, tout d'un coup, n'ayant plus mes repères, je ne me sentais plus chez moi. Et donc, il fallait d'une certaine manière... j'avais l'impression que pour que les autres me comprennent, puisque je n'étais plus chez moi, il fallait que je parle une langue qui m'était étrangère. Le piano oriental commence par une phrase de Mahmoud Darwish que je ne peux pas m'empêcher de vous dire aujourd'hui, et qui évidemment va résonner très fort aujourd'hui. Il dit je suis émue, donc j'ai oublié, mais attendez, elle est là. Il dit qui suis-je? C'est une question que les autres posent. Moi, je suis ma langue. La langue comme
comme territoire, comme manière d'habiter le monde, comme lieu, comme espace. Je trouve ça très beau. Et donc voilà, avec ce déplacement géographique et cette perte de repères, il m'a semblé que, tout simplement, je n'étais plus dans mes langues. Moi, j'ai cette chance de pouvoir dire mes langues, puisque le français et l'arabe sont mes 2 langues maternelles. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je parle anglais pour me faire comprendre, ce qui était totalement absurde et faux, mais assez magnifique en réalité. Et j'ai constaté après je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrivera dans votre vie, qu'à chaque changement, à chaque bouleversement fort, il y a eu une répercussion dans mes langues. Je vous donne un exemple plus léger, parce que on est dans la joie. Quand je suis arrivée en France en 2004, j'avais 23 ans, et il y a eu un moment dans ma vie où je suis devenue française. Et ça faisait longtemps que je vivais en France, je parlais déjà le français, je me sentais tout à fait chez moi. Chez moi, vous voyez, j'ai encore dit ce mot, c'est-à-dire le territoire, le fait d'être à la maison. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va faire d'avoir les papiers, c'est-à-dire d'avoir sur un passeport nationalité française, en plus de la nationalité libanaise, puisqu'on a cette chance de ne pas choisir. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle je peux en parler de cette manière. C'est que je n'ai pas eu à choisir. Je peux être les deux, et d'une manière riche, généreuse et joyeuse. Et figurez-vous que ça a changé quelque chose. Ce que ça a changé, c'est ma manière de parler le français. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu ces quelques semaines après la naturalisation, après le moment où je suis devenue française en plus d'être libanaise, où tout d'un coup, pour la première fois, je m'autorisais à avoir un petit accent, en France, hein, j'étais en France, parfois même quand j'étais avec des interlocuteurs français et francophones, non arabophones en tout cas, à glisser un petit mot, chose que je ne me serais jamais autorisée avant, mais inconsciemment, hein, c'était pas une décision. Et je me suis dit, tiens, voilà, il y a eu une nouveauté au niveau de l'identité, au niveau du territoire, au niveau du fait d'être chez soi, et ça a une répercussion directe sur ma manière d'envisager la cohabitation de ces 2 langues. Merci. Fida Gourabi de la Sorbonne Université a une question pour Zineb. Tu parles pas de là. Elle n'est pas là? Ah oui, d'accord. Bonjour. Alors ma question est pour Zineb Benjeloun. J'aimerais savoir, vous avez dit dans votre postface, vous avez écrit que vous avez d'abord conçu votre roman comme un journal intime. Et j'aimerais juste savoir pourquoi vous avez fait le choix de le dévoiler. Alors on est passé à la matière autobiographique des œuvres. Hein. On va parler maintenant de la matière autobiographique des œuvres. Okay. Donc c'est dans ce cadre que la question de Fida s'inscrit. D'accord. Merci pour la question. Là, oui, on revient aux origines du livre qui existe aujourd'hui. Mais c'est vrai que les premières planches, les premières pages, donc, les premiers dessins et textes mis en commun, j'avais pas du tout l'intention de les montrer un jour. Et Zeyna parlait de journal intime. Moi, j'ai jamais vraiment tenu un journal intime, mais c'était une période où j'utilisais vraiment spontanément ces deux matières que sont le texte et le dessin, mais vraiment parce qu'il y avait des nouvelles choses. Voilà, c'est un nouveau moment aussi dans ma vie. Je rentrais de mes études en France, je suis rentrée au Maroc, c'est plein de nouvelles choses, mais aussi des anciennes choses. C'est d'essayer de digérer toutes les informations, de comprendre, de voir des choses qui te parlent et tu ne sais pas trop encore comment les comprendre. Donc tu les mets en forme d'une manière ou d'une autre. Et donc j'en ai fait quelques-unes, pas beaucoup, hein. Et là, donc concrètement, c'était aussi une rencontre que je pense que Zeyna connaît, d'un auteur-autrice libanais, Barra Karima, qui j'avais montré ses planches et qui m'a encouragée à les partager.
Mais aussi, c'est que je savais que c'était des sujets, dont la langue, dont on fait une conférence aujourd'hui. Enfin, c'est des sujets qui sont très, très, très importants, surtout dans des cultures comme la nôtre, comme les vôtres, je suppose, où on a à réfléchir et à intégrer deux manières de parler, deux manières de penser, parce que ce n'est pas qu'une manière de parler, c'est aussi une manière de penser, la langue. Et donc je savais que c'était des sujets qui pouvaient parler à d'autres, à mes congénères, à d'autres générations. C'est vraiment être témoin d'un moment, voilà. Là, je parlais des 4 générations. Là, je suis témoin de ma génération, mais ça peut parler aussi à d'autres générations comme la vôtre. La langue est un sujet très important, de toutes les manières qu'on est en train de tirer au fur et à mesure. Mais si j'ai décidé d'en faire un livre, c'est parce que j'étais consciente que c'était des sujets qui pouvaient parler à d'autres. Et qui, voilà. Alvaro, tu as une question? Ah oui. C'est de la langue, toujours? Non. Ah oui. Donc la question, est-ce que le fait de partager des expériences personnelles dans vos bandes dessinées, c'est une question pour les deux, vous permet de nouer une relation privilégiée avec vos lecteurs d'une manière différente? Et comment? C'est marrant parce que la question, la réponse a été un peu dite avant. Bien sûr, je pense que dans beaucoup de cas, quand quelqu'un ou quelqu'une décide de passer à l'action et de mettre en forme ce qui se passe dans sa tête et de le proposer à autrui, c'est qu'il y a une intuition que ça peut parler à autrui. Après, des fois, on peut passer complètement à côté, ça arrive aussi, mais je pense que c'est aussi une intuition et une réflexion et puis une observation que de voir qu'il y a des sujets communs qui peuvent, qui nous touchent et qui peut-être peuvent toucher d'autres de manière générale. Pour ma part, il y a 2 choses. Il y a, comme souvent dans la littérature, quand on part je l'ai un peu dit tout à l'heure, d'un cas très précis, en réalité, plus on zoome, plus on peut atteindre l'universel, disons. Et je me suis rendu compte qu'en parlant du 38 de la rue Youssef Semani, qui est l'immeuble où j'ai grandi, mais aussi de l'entrée de l'appartement qui était au premier étage à gauche, et de cette famille et de ses voisins qui venaient se réfugier ici les nuits de bombardement, à Beyrouth en 84, c'est quand même assez précis. Je me suis rendu compte qu'en parlant de ça, eh bien, le spectre était ouvert et que plutôt que de parler uniquement à des Libanais ou même des Libanais de ce quartier-là ou même à cette famille en particulier, en fait, ça parlait à énormément de monde qui n'était pas libanais, qui n'avait pas connu la guerre, qui était totalement étranger à cette histoire-là. Il y a ça qui est passionnant. Il y a le noir et blanc, on n'en a pas parlé, pourtant, c'est vrai, oui, on va certainement en parler, mais je vais quand même dire un mot. Parce que travailler en noir et blanc, c'est un point commun aussi. Aussi nous permet, il me semble, en tout cas, d'atteindre cet universel, c'est un grand mot, mais en tout cas, d'élargir ce spectre. On en parlera tout à l'heure, donc je ne veux pas trop en dire, mais il y a dans le noir et blanc cette place qui est réservée au lecteur, parce que le noir et blanc, c'est déjà une traduction de la réalité, ce n'est pas une image réaliste, on est d'accord. Et donc le lecteur a du travail à faire. Il a de la place, en tout cas, pour projeter ses propres émotions, ses rêves, c'est son imaginaire. Et en ça, il y a évidemment l'autobiographie, mais aussi le noir et blanc, qui permet d'élargir ce spectre-là. Alors, par rapport à la matière autobiographique, vous êtes 2 femmes. Et moi, je voulais vous demander quel rôle jouent les femmes dans vos univers respectifs, puisque votre univers, à l'une et l'autre, est très marqué par la présence de figures tutélaires masculines, celle du grand-père
et de l'oncle chez Zineb, celle du père, de l'arrière-grand-père. Alors, je ne l'ai pas mis chez toi, Zeyna, pardon. Donc, il est sur la couverture. Voilà, c'est ça. Celle de l'arrière-grand-père, du père et du grand-père. Donc, alors, pourquoi j'ai mis cette femme? J'ai adoré cette espèce de Shiva, donc la ruche. Parce que, et j'ai mis ça aussi parce que, voilà, chez toi, Zeyna, les femmes sont présentes. Mais il y a ces figures tutélaires masculines. Donc, voilà, comme terme autobiographique, je pense que c'est une question qui nous importe à tous. La place des hommes, la place des femmes. Et comment on représente ça? Pour ma part, c'est vrai que le piano oriental est consacré à mon arrière-grand-père, Abdallah Shahin, qui devient Abdallah Kamanja dans le livre, qui est donc ce monsieur dont on voit le visage souriant sur la couverture. Je suis quand même là, parce que c'est une histoire double qui se tisse entre nos deux générations. C'est vrai qu'il y a l'histoire familiale, en tout cas, je la raconte à partir d'hommes, mais les femmes ont un rôle indispensable parce qu'elles ont été des passeuses, aussi bien des passeuses d'histoire, aussi bien ma grand-mère que ma mère, qui elles m'ont dit ah tu sais ton arrière-grand-père ou ah tu sais ton grand-père. En fait c'est par les femmes que l'histoire s'est transmise. Après moi j'ai fait mon travail d'enquêtrice et de recherche. J'ai enregistré j'ai pas connu mon arrière-grand-père mais j'ai enregistré mon grand-père me parler de lui. J'ai fait tout un tas de recherches, mais au départ, il y a quand même eu cette parole de la transmission par les femmes, je pense instantanément à ma mère et à ma grand-mère. Je ne sais pas si on pourra regarder l'archive tout à l'heure. Et retenez que si on a le temps, je vous montrerai une archive qui m'a donné l'envie d'écrire. Affrontements militaires incessants qui rendent donc la vie des Beyrouthins de plus en plus difficile, surtout sur la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest de la ville. C'est justement à cet endroit névralgique et critique qu'ont choisi de se rendre nos envoyés spéciaux Jean-Marc Ilouz et Jean-Claude de la Tremblay. Au premier abord, on pourrait croire le lieu désert. À quelques dizaines de mètres à peine, sur la ligne de démarcation, le calme est loin d'être revenu. Mais à Beyrouth, le spectacle de ces voitures détruites il y a une semaine par 3 missiles incendiaires ne saurait provoquer le départ de tous les habitants du quartier. Après tout, cette fois-là, il n'y a pas eu de victimes. C'est votre voiture? Oui, je cherche des clés pour voir si elles sont encore récupérables. On va quand même pas vous la voler là. Non, mais les clés de la maison, du bureau, c'était un trousseau de clés, quoi, qui était en double, là. On se protège comme on peut quand on ne veut pas mettre la clé sous la porte et travailler pendant les accalmies, comme ce commerçant. À partir depuis 2-3 jours, il y a eu un peu d'accalmie, tout le monde a quitté le quartier, il me reste pratiquement presque personne. Et alors, vous allez rester vous-même, sans clients? C'est-à-dire, j'habite là, j'ai la maison à côté, je suis dans le quartier, il y a un abri tout près, et quand ça barde très fort, on descend à l'abri. Quitter son magasin à 65 ans, Adib, le marchand de café, ne veut pas en entendre parler. Je ne veux pas quitter. Pourquoi? Je suis dans mon magasin, je suis un Libanais. Je veux être toujours ici, au Liban. C'est mon pays. Ici, un obus a détruit la cage d'escalier. Il a fallu évacuer. Mais dans l'immeuble mitoyen, on a finalement renoncé à s'en aller. Couloirs et vestibules sont bien protégés. On y passe la nuit et souvent le plus clair de la journée. C'est facile de quitter. Vous croyez que c'est tellement facile? Maintenant que la montagne est tapée, qu'il y a pas mal de villages occupés aussi à la montagne, on ne peut plus aller du côté de la plage aussi, qui nous garantit que là-bas il n'y aura rien. Alors on est quand même peut-être plus ou moins en sécurité ici. Parce que les maisons sont... Il n'y a plus de maisons vides.
Ce parking transforme... C'est une archive qui date de 1984, j'avais 3 ans. C'est à Beyrouth, c'est le quartier où j'ai grandi. Et j'ai trouvé cette archive en cherchant, justement, je vous parlais de recherche antérieure à l'écriture, en cherchant sur le site de l'INA, qui venait de mettre ses archives en ligne. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Je vous conseille, je vous surconseille, quand vous avez des choses à chercher, d'aller, parce que c'est toutes les archives radio et télévisées françaises, évidemment, mais qui sont en ligne. Et voilà, moi j'ai dû taper Beyrouth, guerre civile ou quelque chose comme ça, et je suis tombée sur cette archive dont vous avez vu un extrait. Et on parlait de la place des femmes, en fait. Cette femme que vous avez vue là, qui dit cette phrase extraordinaire, qui dit « Vous savez, je pense qu'on est quand même peut-être plus ou moins en sécurité ici. » Il faut y croire. Hein. Cette femme, c'est ma grand-mère, qui est encore en vie, qui vit au Liban. Qui vit au Liban, ça y est, j'ai repris l'accent. Et en 2006, j'étais à Paris et je n'étais pas au courant de cette archive. Donc vous imaginez mon émotion et mon étonnement de voir ma grand-mère m'ouvrir la porte vers ce travail d'écriture, en fait. Parce que quand je vous parlais de transmission, c'est aussi ça, c'est des choses extraordinaires qui peuvent nous arriver dans la vie. C'est pas forcément qu'elle m'a dit voilà, il s'est passé ça et ça, mais là, ce qui est symboliquement très fort, c'est que c'est à son insu qu'elle m'a transmis quelque chose de très fort sur ce moment de ma naissance, sur les années 80, sur cette période que j'avais déjà envie d'explorer par l'écriture et le dessin, mais je ne savais pas bien par quoi commencer. Et en fait, cette phrase est une des premières phrases du Jeu des hirondelles, qui est mon premier roman graphique, comme une espèce d'élan. Elle m'a donné des ailes, en fait. Elle m'a poussée dans le dos avec beaucoup de bienveillance mais de fermeté. Un peu comme elle parle là. Et voilà, le rôle des femmes, c'est aussi ça, en tout cas dans mon parcours. Je voulais vous dire une chose, et après je vais me taire pendant 10 ans. C'est que, en parlant d'archives et de mémoire, c'est pas tout à fait notre propos, mais tout de même, je me suis souvenue, mais bien plus tard, c'est-à-dire après avoir vu cette archive peut-être 4-5 mois après, je me suis souvenue que quand j'étais enfant, on m'avait dit, je devais avoir votre âge, on m'avait dit ta grand-mère a été filmée par les Français. De cette manière-là, on me l'avait dit comme ça. Et dans ma tête d'enfant, d'adolescente, je m'étais imaginé évidemment ma grand-mère en star de cinéma, c'est-à-dire quelque chose de très glamour, avec au moins un brushing, pourquoi pas un fume-cigarette, un boa en plume, enfin quelque chose d'un peu a été filmé par les Français quand même. Et quand à l'âge adulte, j'ai retrouvé cette archive, ma tête n'a pas voulu tout de suite accepter que ta grand-mère a été filmée par les Français, c'était ça. C'est-à-dire quand même cette archive un peu glauque, disons-le, un peu... C'est la guerre, en fait. Et c'est intéressant quand on parle quand on essaye d'écrire, en tout cas, une autobiographie, quelque chose d'intime, le rôle de la mémoire et la manière dont on se protège parfois de certaines choses et qui nous permet de les raconter d'une autre manière ou d'une manière un peu en creux ou un peu en biais. C'est le propre aussi de la bande dessinée, de raconter sans forcément montrer. Il n'y a pas un mort dans mes livres, il n'y a pas un blessé, il n'y a pas une barricade. Voilà. On est parfois rattrapé par la réalité. Oui, mais bon, voilà, une réalité qui n'est pas dépourvue de charme, en fait, même dans ce moment-là. Alors, une question pour Zineb, on va parler des femmes. C'est Lily, du lycée international de Dubaï, qui a une question. Bonjour Madame Benjeloun, j'ai une question pour vous du coup. Dans le glossaire de Darna, vous faites usage de l'écriture inclusive. Pour quelles raisons pensez-vous que vos dessins sont inclusifs? Ouais, c'est une question métaphysique.
Est-ce que j'ai des Alors, dessins... vous avez un extrait du glossaire, hein, là, donc pour l'écriture inclusive, je ne peux pas zoomer, mais par exemple, il y a héritier et héritière qui est écrit en écriture inclusive. Non, moi, je reste bloquée sur les dessins, est-ce qu'ils sont inclusifs ou pas. Enfin, c'est une question métaphysique. Quand je représente les deux genres, voilà, chacun a son portrait. Après, pour les textes, la question s'est posée. Moi, je le fais de manière assez automatique maintenant, parce que c'est quand même une question que je me suis moi-même posée à votre âge. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas... Pourquoi le pluriel est masculin? Pourquoi? C'est pas juste. Donc j'ai essayé à ma petite échelle, voilà, de mettre au moins des E quand c'était techniquement possible. Alors on passe au roman graphique. Exactement. Alors j'ai une question pour les deux. Pourquoi vous avez choisi le roman graphique comme moyen d'expression? Qu'est-ce qui vous permet de faire que d'autres formes d'art ne vous permettent pas? Pourquoi le roman graphique comme forme d'expression? Déjà, essayons d'aller point par point. Mais la base, je pense, c'est déjà un certain goût et envie et peut-être pratique du dessin, mais aussi l'envie de partager des choses et aussi la faisabilité. Par exemple, moi, la première idée était de le faire en film, mais en fait, les infinies possibilités de travailler à la main et de modeler les formes selon vos envies. Ça offre des possibilités d'expression infinies, le roman graphique, le texte et le dessin. Oui, c'est un champ de recherche quasiment infini. Dans toutes les possibilités qu'on peut avoir, justement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, dans la relation entre le texte et l'image. Ce qu'on dit dans le texte, ce qu'on montre dans l'image. Et qu'est-ce qu'on ne montre pas, mais qu'on évoque quand même. Il n'est pas nécessaire de dessiner quelque chose. Il y a je fais une petite parenthèse encore, décidément. Il y a un exemple très célèbre. Vous connaissez tous Tintin? Oui. Hergé, donc l'auteur, était le roi de ce qu'on appelle l'ellipse. Vous savez ce que c'est une ellipse? Dites oui. Une ellipse, c'est quand, en gros, dans le cas de la bande dessinée, en tout cas, ou au cinéma, quand on a la première étape d'une séquence et la dernière, mais pas celle du milieu. Exemple, parmi d'autres, dans Coq en stock, je crois, je ne sais pas si vous connaissez cette aventure de Tintin, on voit le capitaine Haddock monter sur une passerelle pour embarquer dans un avion. Donc, on le voit grimper la passerelle. Et c'est la dernière case en bas à droite. Et quand on tourne la page, la première case en haut à gauche, c'est le capitaine Haddock avec un sparadrap sur le nez. Donc en fait, Hergé, il n'a jamais dessiné le capitaine Haddock en train de tomber, mais tout le monde a compris. Non. Tout le monde a compris qu'il s'est cassé la figure en grimpant sur la passerelle. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Je pense à Hergé parce que c'était vraiment le roi de ces choses-là, ces possibilités-là de la spécificité en fait de la bande dessinée et du roman graphique. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que justement, en tout cas, j'ai commencé à faire de la bande dessinée parce que je voulais parler de cette histoire autobiographique, de l'intimité, de la guerre, etc. Mais je ne voulais pas du tout dessiner la violence. Et la seule manière de le faire, c'était de le faire par la bande dessinée, parce que voilà, on peut, comme ici, vous avez une page du Jeu des Hirondelles où je raconte notre parcours pour aller de chez nous jusqu'à chez ma grand-mère. C'était très proche en fait, mais comme il y avait un franc-tireur et des barricades, il fallait s'inventer un parcours à travers
à l'intérieur des habitations et des immeubles. Et d'une certaine manière, s'il fallait l'écrire sans le dessiner, j'aurais pu, ça m'aurait pris beaucoup de... Il aurait fallu tout expliquer, probablement. Dire des choses que je ne voulais pas forcément, que je voulais garder en évocation. Et de le faire dans la bande dessinée, ça permet justement de laisser, d'avoir déjà la pudeur, ça c'était important pour moi, de ne pas tout montrer, et aussi de laisser sa place au lecteur, ça j'en ai un peu parlé tout à l'heure, que le lecteur fasse sa propre lecture, et qu'avec sa sensibilité, il accède ou pas à certains pans laissés un peu dans l'ombre. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui. Mais en tout cas, il me semblait que c'était nécessaire d'utiliser les outils de la bande dessinée pour raconter cette histoire en particulier. Et après, c'est devenu une espèce de passion dévorante et je n'ai plus fait que ça. Vous venez de mentionner Tintin, juste rapidement. Est-ce qu'il y a des auteurs, des bandes dessinées ou même des personnages, des romans graphiques ou des bandes dessinées qui vous sont inspirés ou qui vous ont marqué, tout simplement? Vous, Zineb? Moi, j'étais une grande lectrice de ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge, c'est-à-dire Tintin, Astérix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe. C'est vraiment, j'ai été élevée. J'avais de la chance parce que mes parents avaient ça à la maison. Oui, donc voilà, ça c'est... Hergé, on ne le voit pas dans mon travail parce que ça n'a l'air de... ça ressemble pas du tout, mais c'est une influence capitale. Et en tout cas, ce qui est formidable chez Hergé, c'est que c'est une espèce d'encyclopédie du dessin. Je sais pas, vous voulez dessiner je dis n'importe quoi, comme ça, un sous-marin, bah, il l'a fait, une cabine téléphonique, il y a, des jumeaux, il y a, des pipes, des cannes, tout ce que vous voulez, des bus, c'est assez formidable. Zineb? Bon, je pense aussi, en tout cas, notre génération, on a tous eu accès à Tintin et compagnie. Après, à l'âge où j'ai commencé à travailler sur ce livre, en fait, moi, je viens du monde de l'art plastique et du cinéma. Donc, la bande dessinée, c'était un peu, le roman graphique, c'était un monde un peu nouveau pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas étudié ça. Donc ce serait peut-être plus des influences de films ou de documentaires même, mais pas tant des romans graphiques. Voilà. Merci. Alors Marie-Jo du lycée Libanais a une question pour vous deux. Pardon, excuse-moi, je peux juste ajouter une petite chose par rapport au dessin. Il y a l'idée aussi de garder une trace, excuse-moi, c'est-à-dire une trace dessinée de quelque chose qui a disparu. Il y a ça aussi dans cette manière de faire de la bande dessinée. C'est comme ressusciter ou en tout cas garder une trace de certaines de lieux ou de pratiques ou de cultures qui sont de moins en moins visibles. Et par le dessin, les rendre vivantes à nouveau. Pardon, vas-y. Bonjour. Donc, en écrivant et en dessinant, pensez-vous aux lecteurs? Pensez-vous à satisfaire leurs attentes? Qu'est-ce qu'on sait de leurs attentes? C'est vertigineux. Moi, je sais, j'espère que je vais être lue, donc je sais que potentiellement il y aura un lecteur, mais j'essaie de me concentrer sur comment raconter au mieux quelque chose. Et je me dis que si je réponds à cette question, ça arrivera probablement au lecteur. Mais quand tu disais tout à l'heure, par exemple, qu'en dessinant en noir et blanc, il y avait une partie du travail qui était laissée au lecteur. Donc peut-être que Marie-Jo, ce que je veux dire, Marie-Jo, c'est voilà, finalement, comment tu intègres la figure du lecteur dans ton travail. C'est vrai, merci du rappel. Oui, il est omniprésent dans cette, évidemment, dans cette dimension-là, où j'essaye de ménager des endroits de liberté pour lui, pour vous, pour qu'il puisse avoir une lecture personnelle, pour qu'il puisse avoir une lecture
qui est dans la sensation aussi, pas seulement dans la... qui puisse sentir, ressentir des choses. Le noir et blanc permet ça aussi, parce que dans le noir et le blanc, il y a aussi l'idée du plein et du vide, du clair, de l'obscur. C'est des choses qui sont des éléments qui sont de l'ordre plus de la sensation que de l'information. Alors attends, je cherche quelque chose. Il y a une page comme ça, par exemple, dans le jeu des hirondelles, où je parle de comment la ville, justement, est coupée en deux. Et qu'est-ce que vous voyez là, comme ça, en vrac? Il y a... Ouais, c'est coupé en deux. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Du vide. J'ai entendu du blanc, du vide. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? La guerre, oui. Quoi d'autre? C'est quoi la guerre? Des batailles, oui. Des morts. Ok. Bon, voilà, en gros, on ne va pas... Comment? J'ai pas entendu. Des émotions. Oui, alors voilà, c'est ça. Vous avez très bien répondu à l'exercice. Pourtant, il n'y a rien de représenté dans la page. C'est-à-dire dans ce blanc, c'est le blanc de la page. Mais vous avez tous compris que c'est la guerre, c'est les morts, c'est la violence, c'est les batailles. J'ai pas entendu tous les mots, mais c'est arrivé. C'est-à-dire, c'est arrivé à vous. Alors même qu'il n'y a rien de dessiné sur la page. J'ai utilisé le contraste, le vide, justement. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire d'embarquer, de faire confiance au lecteur. Il va comprendre, il va sentir. Zineb, la place du lecteur. La place du lecteur. De manière générale, dans mon travail, que ce soit les dessins sans texte ou le texte et le dessin, j'essaie vraiment d'écrire ce qui se passe sans forcément interpréter ce qui se passe. Dans l'espoir que vraiment je livre un portrait. Après, même si c'est jamais objectif, il y a toujours la subjectivité de celui qui écrit et qui dessine qui entre en jeu. Mais j'essaie vraiment de laisser le lecteur et la lectrice faire sa propre cuisine interne une fois qu'il a le travail sous les yeux. Par exemple, tout à l'heure, la question, je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre, mais sur les genres, sur la représentation des hommes et des femmes, moi, dans ce livre, j'ai vraiment décrit ce qui se passe. J'ai bien sûr mes idées, mais je ne les ai pas interprétées et proposées au lecteur. Je laisse le lecteur se faire sa propre idée. Mais c'est-à-dire que consciemment, je ne veux pas donner mon avis sur ce qui se passe. Je décris ce qui se passe. Et pour moi, c'est très important. Et j'essaye aussi de faire confiance au lecteur et à la lectrice. Enfin, vous n'êtes pas stupide et vous êtes totalement capable de comprendre par vous-même et de choisir ce qui vous intéresse ou pas. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'essayer de choisir des éléments et de les mettre en commun et de vous laisser faire votre propre connexion. Moi, c'est, voilà ma relation avec, dans mon travail et par rapport au lecteur. Je ne sais pas si c'est... je pense avoir répondu à la question. Oui. Merci. Alors, Louis, tu voulais parler de l'importance des sonorités dans le roman graphique de Zeyna. D'abord, bonjour. Dans votre préface, la préface du prophète, vous affirmez « Cherchez un rythme, une scansion pour l'entendre enfin au creux de votre oreille ». Alors votre texte, on le voit et on l'entend. Et est-ce que le roman graphique est un moyen privilégié pour vous afin d'effectuer cette synesthésie? Et quelle est la planche qui représente le mieux cette réussite? Et selon vous, enfin, est-ce que la complexité du roman graphique ne réside seulement dans le fait que le texte nous parle? Merci beaucoup pour cette question. C'est 3 questions même. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'est un extrait du prophète. Donc, pour la musique, et puis j'ai mis ça pour les onomatopées. Bah, parce qu'il y a tout le temps des onomatopées, vous avez remarqué, cui, 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 crash, 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 les bruits des chaussures, tout ça. Hein. Oui. C'est un univers sonore. Absolument. L'extrait que tu as cité,
est un extrait en fait de l'avant-propos que j'ai écrit pour le Prophète, que j'ai donc adapté en roman graphique. C'est le texte intégral, mais je dis quand même adapté, parce qu'il y a cette histoire de la scansion et du rythme, et cette sonorité. En 2 mots, c'est pour répondre au premier volet de ta question, Le Prophète, qui est un livre, au Liban, c'est un peu un livre incontournable. Et pourtant, je n'ai jamais réussi à le lire avant qu'on me propose d'en faire quelque chose en bande dessinée. Et je me suis rendu compte en le lisant vraiment, en le relisant, ou en tout cas en le lisant pour en faire quelque chose, que si je n'avais pas réussi à le lire jusque-là, c'est parce que il y avait... comment le dire en parlant d'un auteur comme Khalil Gibran, sans que ce soit un peu bizarre, mais disons qu'il y avait trop à la fois, pour moi en tout cas. Et j'avais besoin que ça sonne. Je ne sais pas comment mieux le dire. Il fallait que ça sonne à mon oreille. Et le premier travail que j'ai fait pour ce texte, et en fait c'est un des premiers travaux qu'on fait, c'est la première chose qu'on fait quand on commence une histoire en bande dessinée, une fois que l'histoire existe, c'est le découpage. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a la partie de l'écriture du scénario, où on a l'histoire, les dialogues, etc. Ensuite, il y a cette chose extraordinaire qui est le découpage, qui va venir, où on va décider combien de pages par scène, combien de cases par page, quelle forme auront les cases, parce que vous savez qu'une petite case carrée ne se lit pas de la même manière qu'une case qui prend toute la page. C'est pas la même respiration, c'est pas la même rythmique. Et ensuite seulement il y a le dessin. Et dans le découpage, il y a cette idée de du jazz, quoi, de la musique en tout cas. Il y a cette idée où on donne une indication de tempo au lecteur, mais sans le lui dire évidemment, mais il va voir, il va tout de suite voir, il va sentir, tu parles de synesthésie, que cette page, il va la lire automatiquement d'une autre manière. Quand c'est je ne sais pas, je vais vous donner des exemples concrets, mais quand on a une page, évidemment là je n'en ai pas, mais quand il y a une page qui est quadrillée, disons, on appelle ça un gaufrier en bande dessinée. On a ça chez Zineb aussi. Avec Oui. les plateaux de jeu, par exemple. Oui. Ce quadrillage, oui. Par exemple, une page comme celle-ci. Moi, dans ma tête, j'ai ça, parce que c'est des cases de la même taille qui se répètent. Donc, tac, 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 tac. Par contre, une page comme celle-là, par exemple, ça peut être un silence aussi. C'est pas forcément du son. C'est complémentaire. Il y a ça. Il y a, c'est-à-dire le son et le rythme à la base de la restitution. Et après, il y a les onomatopées. Ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est propre à la bande dessinée aussi. C'est le bruit de l'environnement. Dans le piano oriental, il s'agit c'est une histoire où je parle de mes 2 langues maternelles, ça on a compris, mais aussi d'un instrument de musique, qui est un piano que mon arrière-grand-père a inventé, qui permet de jouer les quarts de ton de la musique orientale. Donc c'est un instrument bilingue aussi, une espèce de métaphore parfaite du bilinguisme. Et tout le défi, c'était de dessiner la musique, que le lecteur entende la musique, mais aussi les sons de la ville. Et je m'éloigne un peu du sujet, mais enfin voilà, les onomatopées permettent cette troisième... c'est comme une troisième voie, en fait, entre le dessin et le texte, qui vient... un peu comme quand... Vous avez tous vu des partitions musicales. Il y a les portées. Pour moi, c'est un peu comme les cases. Mais en fait, autour des portées, il y a une multitude de petits détails. Ça fourmille, en fait, de détails. C'est des indications de tempo, parfois de retour en arrière, de bis, de rythmique, de clés. Et en fait, c'est absolument nécessaire à la compréhension de l'écriture de cette musique. Et pour moi, les onomatopées jouent un peu ce rôle-là.
dans la bande dessinée. Je crois que j'ai loupé une des 3 questions, mais peut-être pas, je ne sais plus. La synesthésie, peut-être? Je pense que vous avez bien répondu à la synesthésie. Et quelle est la planche dans Le Prophète qui résumerait le mieux justement ce travail? Dans Le Prophète, je ne l'ai pas sous la main. Dans n'importe lequel de vos œuvres. Celle-ci, elle est pas mal, non? Ah oui, bah oui, voilà. Celle-ci, elle est pas mal. En plus, c'est le personnage qui fait de la musique, donc... il y a, voilà, on peut s'amuser en 2 mots. Hein. Par exemple, les bulles qui arrivent au fur et à mesure, un peu comme des ondes, si on jette des cailloux dans cette mare où il y a les nénuphars. Il y a ce côté contemplatif aussi. Et le plic-ploc, là pour le coup. Non, mais sinon, je vais bien hein, dans ma tête. mais c'est ça, en fait, j'entends le dessin et ça me permet de mieux comprendre ce que je fais en réalité. Voilà, on va m'enfermer. Alors, on va revenir... Non, t'inquiète pas. On va revenir au dessin. Et Émira, de Georges Pompidou, a une question pour vous deux. La grande question. C'est la grande question. Où es-tu, Émira? Alors, cette question, elle a été posée par beaucoup d'entre vous. Hein. Bonjour. Alors, je vais vous demander cette question. Pourquoi votre style artistique est-il monochrome? Avez-vous été inspiré par un ou une artiste qui a fait ce choix avant vous? Pourquoi le noir et le blanc? Pourquoi pas la couleur? Enfin, ce sont des couleurs, le noir et le blanc. Enfin, mais... Zeyna a commencé à répondre à cette question tout à l'heure, et c'est vrai que le noir et blanc laisse peut-être plus de place à vous, et aussi le côté peut-être neutre, comme archive un peu. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais oui. On t'a pas entendu, Alvaro. Inclusif, pardon. L'inclusivité? Oui, de noir et blanc. Et oui, je pense que ça laisse de la place à l'imaginaire de... déjà le nôtre et puis aussi le vôtre, je crois. Je pense que le noir et blanc laisse plus de place à... justement à faire ça, je le disais avec ces termes crus, faire sa propre cuisine interne. Enfin, déjà, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sens, et c'est vrai que aussi c'est un choix esthétique, hein, simplement. Moi, je suis personnellement, la majorité de mon travail, je travaille en noir et blanc. C'est aussi un choix esthétique. Des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Hein. Moi, je m'interroge toujours sur ce qu'on appelle le style. Parce que le style, c'est quelque chose que les autres disent de notre dessin. Et je constate, en tout cas pour ma part, que ce qu'on appelle le style aujourd'hui, en fait, c'est une succession de difficultés que j'ai essayé de dépasser. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai écrit Beyrouth Catharsis, qui est mon tout premier livre, qui est vraiment tout petit d'ailleurs, je ne savais pas que je savais pas que je saurais dessiner. J'étais handicapée parce que j'étais pas une grande dessinatrice. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je dis pas ça pour... je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et je me suis dit, bon, il y a cette urgence de raconter une histoire et je vais le faire. Mais je vais le faire avec les moyens du bord et aussi avec une certaine intelligence de la représentation. Ok, je ne sais pas bien dessiner, je ne sais pas faire de la 3D par exemple, je ne sais pas faire de perspective, je suis nulle, et ben je ne vais pas en faire. Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de la couleur? Non, je ne pense pas. Je pense que je peux le faire en noir et blanc et que la couleur ne viendra rien apporter de particulier. Bon, ben, je vais me passer de la couleur en fait. Ok, je ne sais pas trop dessiner les visages, mais tu sais quoi, ça tombe bien parce que dans cette histoire, c'est une petite fille qui parle et donc je vais cadrer tous les personnages à hauteur de la taille pour faire comprendre au lecteur que c'est un enfant qui parle. C'est à hauteur de regard d'enfant, etc., etc. Bon, ça c'est au début. Hein.
Et petit à petit, en fait, en contournant toutes ces difficultés personnelles de représentation, eh bien, ça donne ce que 20 ans après, on appelle le style. Je vous dis ça à moitié en rigolant, mais c'est vrai. Et je crois que ça vaut... c'est valable pour tout dans la vie. Plutôt que de... Parfois, hein, plutôt que de foncer dans ce qu'on pense qu'il faut faire, c'est intéressant aussi d'arriver à chaque étape, à trouver des solutions adaptées à soi-même, à son intériorité, sa capacité, sa possibilité sur le moment même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer, parce qu'après, moi, bien sûr, mon dessin, j'ai pris confiance, j'ai commencé à faire des scènes de rue, des personnages, des scènes où il y a 10 personnages qui parlent en même temps, bien sûr. Ça, j'y suis arrivée beaucoup plus tard, mais j'y suis quand même arrivée. Et je vous dis ça parce que vous êtes peut-être aussi à un âge où vous avez envie de faire des choses, d'écrire et de dessiner. Et parfois, c'est impressionnant de voir des gros livres de 250 pages avec plein de dessins. Ben, en fait, voilà, il y a aussi la possibilité de commencer par quelque chose de très simple avec les moyens du moment, du présent. Et peut-être que dans 10 ans, on vous dira que c'est votre style. Et ce serait chouette. Bon, après, sinon, il y a aussi, bien sûr, le côté esthétique. Moi, comme je vous disais, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées enfant, mais d'un coup, quand j'étais à l'université, j'ai lu pour la première fois des auteurs que j'étais censée connaître, mais au Liban, on ne recevait pas les livres, en tout cas pendant la guerre, au moment de leur parution. On avait toujours un petit temps de décalage. Et donc, j'ai découvert comme ça, en retard, des auteurs comme Tardy, qui travaille en noir et blanc, Comès, du noir et blanc extraordinaire, Marc-Antoine Mathieu, David B, tout ça, c'est des dessinateurs qui dessinent en noir et blanc. Et ça m'a énormément influencée. Côté esthétique aussi, bien sûr. C'est important parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais pour faire un livre, il faut avoir envie d'y passer 2-3 ans parfois. Et donc la notion de plaisir est capitale. C'est-à-dire si on n'y prend pas du plaisir, il ne faut pas le faire. Alors pour passer aux travaux pratiques, oui. Il va s'agir de dessiner. Alors on avait discuté avec vous deux. Voilà ce qu'on va vous proposer. Zeyna, on va te demander de te représenter avec cette fameuse chevelure moutonneuse qu'on adore tous parce que même le mouvement de la mer chez toi, c'est une vaste chevelure, hein, c'est une métaphore. Et oui, mais Zineb, elle a aussi envie de te représenter, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce dont on avait parlé. Alors, en fait, l'idée, je pense que c'est bien de prendre le même objet, justement, pour mettre en regard les styles. Alors, ta conception du style, elle est très intéressante, parce que tu dis, bah, finalement, on fait avec les moyens du bord. Donc, c'est une définition du style en creux plutôt qu'en relief. Mais voilà, c'est l'exercice qu'on vous propose, s'il vous convient. Donc, pour des questions, des raisons techniques, vous allez le faire l'une après l'autre, parce que la caméra va pouvoir mieux vous filmer. Donc, on vous invite à prendre place à l'arrière, aux tables. Donc, on commence avec toi, Zeyna, si tu veux bien.